ne veut pas. Bonjour, donc je suis Jacques Leray, porte-parole du CEDRA. Je suis aussi membre de l'EODRA, qui est l'association des élus opposés à l'enfouissement des déchets radioactifs. Et j'ai été maire de mon village de 1995 à 2013. Et donc à cette époque-là, c'est une commune qui refusait l'argent du GIP et qui prenait des libérations pour protester contre l'enfouissement des déchets radioactifs. Alors parallèlement à ça, cette commune est située à la limite de l'Aube et de la Haute-Marne, et on peut constater avec quelle fidélité les services de l'État, l'ANDRA, ont cette capacité de choisir systématiquement des endroits pour implanter les poubelles atomiques qui sont à la frontière de 2 départements. On le voit avec les poubelles autour de Soulaine, dont on parlera tout à l'heure, qui sont à la frontière de l'Aube et de la Haute-Marne, et le projet BUR-CIGEO, qui se situe à la frontière de la Meuse et de la Haute-Marne. Donc systématiquement, on vient se planter là. Alors donc, quand on m'a demandé de parler de l'historique de tout ça, ça m'a fait un choc, parce qu'effectivement, l'histoire de la lutte contre les poubelles atomiques a commencé dans les années 1983, autour de Soulaine. Et on s'est aperçu que la Champagne, qui ronronnait économiquement autour du Champagne, justement, et du Brie de Meaux, qui était une appellation contrôlée dans notre région, vivait tranquillement et d'un seul coup s'est trouvé sous les feux des promoteurs des poubelles atomiques. Alors, parallèlement à ça, le centre de La Hague avait été contraint de fermer puisqu'il était rempli. Il servait à cette époque-là pour l'ANDRA de vitrine de la gestion du déchet radioactif, alors qu'on sait maintenant que cette vitrine a balancé du radium et a pollué tous les sols aux alentours des endroits où elle était posée. Donc cette poubelle atomique devant fermer, l'ANDRA, qui n'existait pas encore, mais le CEA qui en tenait lieu et qui tenait les rênes du projet, avait décidé d'implanter quelque part en France une poubelle atomique pour les déchets qui sont faiblement, moyennement radioactifs à vie courte. Alors à vie courte, ça veut dire qu'on les surveille quand même pendant 300 ans. Alors donc, ce statut d'opposant à ces poubelles atomiques ne permet pas des grandes joies, parce que la grande joie, c'est un projet d'État arrive, on se dresse, on consulte les populations, et puis si la population n'en veut pas, on s'en va. Et ça, c'est une véritable victoire. Et dans le cas de Soulaine et de ses satellites, on n'a jamais eu la chance d'avoir cette victoire-là. Alors donc, Soulaine, c'est un centre d'accueil pour les déchets radioactifs pour 300 ans. Les petites victoires qu'on a eues autour de Soulaine sont les suivantes. L'arrêté de création du centre imposait une gestion sans rejet. C'est marqué en toutes lettres dans le document, la gestion sans rejet. Et obligation au bout des 300 ans de rendre la terre utilisée pour l'implantation de ce centre à son usage normal sans aucune restriction. Donc ça veut dire que le législateur a essayé de prendre un certain nombre de mesures pour éviter des catastrophes. Et on sait maintenant qu'une des armes de persuasion de l'ANDRA, qui maintenant gère ces déchets radioactifs, est le mensonge. Parce que cet ANDRA devait implanter ce centre avec les conditions que je viens de vous donner, et en fait, on s'est aperçu très très vite qu'il rejetait de l'air vicié dans l'atmosphère. Bon, d'une manière tout à fait simple, et on l'avait vu au moment du projet, on apportait des fûts de 200 litres avec une galette de déchets radioactifs à l'intérieur. Pour gagner du volume, on compressait ces fûts, donc l'air sortait. À cette époque-là, au début, il n'y avait peut-être même pas de filtre. Et puis on avait des galettes plus courtes et ça permettait d'en mettre beaucoup plus. Et ce centre est conçu pour accueillir 1 million de mètres cubes de déchets radioactifs. Alors, bien évidemment, quand une région voit arriver ça, il y a eu une réaction de la population. On a créé une association qui avait un joli nom, Association pour la protection de la Champagne méridionale. C'était quand même très joli. Et aussitôt, évidemment, on s'est mis en marche en organisant
des manifestations, des consultations. Alors on était en avance sur le RIC qui ne s'appelait pas RIC à cette époque-là, mais c'était simplement des consultations populaires. Et à l'issue de ces consultations populaires, faites dans les mairies, on s'est aperçu que 55% des personnes interrogées refusaient l'implantation de cette poubelle atomique. Et ce qui était assez rigolo, c'est que l'Andra, pour vendre son produit, avait une chargée de communication qui s'appelait Mademoiselle Mine, qui avait dit fièrement, en tout respect de la démocratie, si vous ne voulez pas de nous, on s'en va. Et nous, aussitôt le résultat du RIC publié dans la presse, on est allé voir l'Andra et notamment Mademoiselle Mine. L'Andra est resté, Mademoiselle Mine est partie vers un autre avenir, puisqu'elle ne voulait pas rester à la campagne, et puis c'était réglé pour cette affaire-là. Donc cette poubelle a fonctionné pendant un certain temps. Alors un autre mode d'action des opposants, c'est de s'introduire dans les institutions. Alors au bout d'un moment, la loi a obligé à la création de CLI et de CLIS près des installations nucléaires. Alors une CLI, c'est une commission locale d'information. Un CLIS, ce qui est à Bure, c'est un comité local d'information et de suivi. Donc le but, c'est l'information, mais on peut constater que près de tous les sites nucléarisés, le grand souci des CLI et CLIS, c'est de ne pas faire d'information, puisqu'on a toujours un blackout autour des événements qui s'y passent. Donc on s'est introduit dans cette CLI de Soulaine, et on a été assez bien aidé, parce qu'à un moment, un prélèvement, une station de pompage pour l'eau potable des habitants de la région s'est révélée radioactive. Alors ça, c'était très très intéressant, et les opposants à l'intérieur de la CLI ont bien martelé, et on a réussi à obtenir une enquête de l'INVS qui a mis un temps infini à rien trouver, mais simplement à constater quand même qu'autour de Soulaine, on avait plus de cancers qu'ailleurs, mais malgré tout, le lien de causalité n'était pas établi. Donc c'est très intéressant. Il y a de fortes chances que ce soit eux, mais c'est pas eux. Mais comme le lien de causalité n'est pas établi, bien sûr, on ne peut pas porter plainte contre eux. L'État s'en sort le nez propre et tout va bien et continue. Parallèlement à ça, pareil, à un moment, des propriétaires de bois, parce que cette région de Soulaine est très très boisée, et de nombreux propriétaires ont des forêts, et il se trouvait là-dedans qu'on a des chênes de très très bonne qualité. Et l'avantage des chênes, c'est que ces chênes-là notamment avaient un débouché pour fabriquer des barriques qui étaient envoyées dans le Bordelais pour faire vieillir le Bordeaux dans des fûts de chêne. Et bien évidemment, avec tout ce battage autour des déchets radioactifs près des forêts, etc., on a eu une inquiétude des acheteurs de fûts et des producteurs de Bordeaux qui se sont inquiétés auprès des propriétaires des arbres, et du coup, c'est remonté dans le coin, ça fait un peu un marigot, et bilan de l'opération, la CLI a demandé, a été un peu poussé à le faire, mais a quand même demandé à un laboratoire indépendant qui l'est véritablement, qui s'appelle l'ACRO, d'intervenir et de vérifier les différents points et la pollution sur le centre, etc. Alors, a priori, ça paraît super sympa, on se dit c'est bien, un laboratoire intervient, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à aucun moment une enquête n'a été diligentée en disant à l'organisme indépendant, vous déterminez vos points de prélèvement. On vous laisse la forêt, puis vous allez fouiller dans le lac phréatique, etc. Systématiquement, les points utilisés sont les points utilisés par le laboratoire de l'Andra. Donc il y a effectivement peu de chances qu'on trouve une distorsion dans les résultats. Donc a priori, bien évidemment, tout roule, tout va bien. Alors quand j'ai commencé mon propos tout à l'heure en vous disant qu'on pouvait difficilement s'affranchir de Soulaine et de ses satellites pour arriver à Bure, eh bien, on s'est aperçu que l'État, le lobby nucléaire nous cachait un certain nombre de choses. Donc on était parti pour l'accueil de ces fameux déchets faiblement actifs, faiblement et moyennement radioactifs, à vie courte. Et on s'était dit, une fois le million de mètres cubes stockés là, on est tranquille pour l'éternité. Que nenni! À ce moment-là, le lobby a sorti de sous la table des nouveaux déchets radioactifs qui s'appelaient TFA.
Alors ceux-là, ils sont très faiblement radioactifs. Et rien que le nom, on a envie de les accueillir chez soi. Des déchets très faiblement radioactifs, ça ne peut pas faire de mal. Le seul problème, c'est qu'on a oublié dans cette nomination la durée. Et quand ils sont TFA, on ne précise pas s'ils sont VL à vie longue ou s'ils sont VC à vie courte. Et je vous rappelle que la vie courte, c'est 300 ans. Donc largement une bonne période. Alors donc là, on s'est dit, nous, on s'est pas dit, nous on s'est dit, on a Soulaine, ça suffit bien, s'ils pouvaient s'en aller, ce serait parfait. Mais les autres ont dit, puisque vous êtes contents, vous avez un sol qui est parfait, il convient énormément. Les critères qui étaient utilisés par l'ANDRA, l'État, etc., pour implanter ces centrales sont les suivants, parce que ça ne manque pas non plus de piment, cette histoire-là. Ils recherchaient une région peu peuplée. Ça tombe bien, parce qu'après, quand on fait des enquêtes sanitaires, si c'est pas assez peuplé, ça les dérange. Mais ils ne veulent jamais implanter les poubelles atomiques dans les grandes villes. C'est dommage, là, il y avait de la population. Donc, une région peu peuplée. Deuxième critère, économiquement fragile. Alors là, ils avaient mis le dessus, il n'y avait rien. Bon, maintenant, il n'y a pas grand-chose, mais il y a des poubelles atomiques. Ensuite, une région où la population est plus ou moins docile et capable d'accepter ce genre de projet. Alors chez nous, c'était bien parce qu'on a quand même un modèle, et je l'ai vécu en tant que maire, un peu médiéval, à savoir qu'on a le maire suzerain et puis ses vassaux qui sont contents quand on leur caresse la tête pour les guérir de leurs maux. On en est un petit peu comme ça dans la campagne profonde haut-marnaise et auboise, et encore plus à cette époque-là, parce qu'à cette époque-là, quand un ingénieur de Paris, revêtu d'un costume bleu ou gris, et avec une belle cravate, venait vous parler avec des mots savants que vous ne compreniez pas, c'était quand même le top. Un Parisien s'intéressait à vous, c'était cool. Sauf que s'il s'intéressait à vous, c'était pour vous filer ses déchets radioactifs. Enfin bref, donc là, on a suivi le processus, alors on s'est battu contre eux, bien sûr. Entre-temps, la même année, c'était 2006, c'était une année très très riche en événements, parce que ça coïncidait avec la découverte d'un captage d'eau radioactif, donc avec une demande d'enquête, etc., des élus et des habitants. Et en 2006, la région Champagne-Ardenne se mouille et, avec le CEDRA, provoque une étude par la CRIRAD de l'autorisation de rejet que l'ANDRA demandait enfin. Là, ils reconnaissaient en 2006, alors ils ont ouvert en 1992, je crois, et en 2006, ils se mettaient en conformité avec la loi, alors que dans toutes les réunions de CLI à laquelle j'ai pu assister, on leur posait la question de savoir où en était le sans-rejet, sachant bien que si un garagiste avait peint une voiture sans avoir de cabine, on lui faisait fermer son estaminet dans les 2 minutes qui suivent. Mais là, par rapport à l'ANDRA qui rejetait, tout le monde s'en fichait. Donc 2006, année charnière, autorisation de rejet, étude de ce projet d'interdiction de rejet par la CRIRAD, qui a découvert, et ça valait son pesant de cacahuètes, que l'ANDRA ne savait même pas ce qu'il rejetait. Il rejetait. Alors là, entre-temps, ils avaient mis des filtres parce qu'on les avait chatouillés un peu là-dessus, mais ils ne savaient pas ce qu'ils rejetaient. Et comme ils ne savaient pas ce qu'ils rejetaient, ils n'avaient pas forcément le bon filtre, bien évidemment. Et puis donc, cette étude sur l'eau. Alors là, on avait assez bien médiatisé notre coup. Comme on s'était fait avoir avec Soulaine, on s'est dit on va mouiller les gens du Champagne. Parce que quand les gens qui viennent faire du tourisme industriel à Soulaine visitent la poubelle atomique le matin et font la tournée des Champagnes l'après-midi, on a le droit de se penser que même avec un quart, quand on a fait 10 km, le Champagne est produit à 10 km d'une poubelle atomique qui rejette des effluents gazeux, ça peut retomber sur le raisin. Mais ça n'inquiétait personne, sauf que c'est grâce à cette rencontre avec les gens du CIVC, donc c'est la chambre, je ne sais plus, enfin bon, des vins de Champagne, c'est les chefs du Champagne en fait. Et les chefs du Champagne sont venus participer à l'enquête publique contre Morvilliers. Les chefs du Champagne ont porté plainte contre l'ANDRA en demandant la fermeture de Soulaine. Et là, on a vu la puissance des lobbies. Et le lobby nucléaire a écrasé par 10-0 le lobby du Champagne. Donc on a toujours nos poubelles, on a toujours le Champagne, tout va bien. Et là, donc, ces déchets TFA sont venus s'ajouter, alors là, je crois qu'ils en prévoient 650 000 m3.
qu'on rajoute aux millions de mètres cubes prévus auparavant. Et puis à ce moment-là, il y avait eu dans les années 2000, attendez, je ne dis pas de bêtises, 2008-2009, découverte d'un nouveau produit, les déchets HAVLE. Ceux-là, ils sont FAVL. Donc ceux-là sont faiblement radioactifs à vie longue. Donc là, c'est l'éternité. Il y a du plutonium, il y a tout un tas de trucs, c'est râpé pour l'éternité. Et là, l'ANDRA a voulu faire la maligne et a adressé à tous les maires de petites communes, et j'en ai reçu un à cette époque-là, une opportunité. Alors il y avait une jolie brochure avec une quinzaine de pages en couleur, avec des petits dessins qui donnent envie d'adhérer, et c'était marqué « Le stockage des déchets radioactifs, une opportunité pour votre commune ». Alors bon, il y en a beaucoup qui ont rigolé. Alors ils ont envoyé, je ne sais plus, 30 000 papiers quand même, et il y a dû avoir une quarantaine de réponses. Et là, ça a été une victoire pour nous, parce que là, on s'est dit, on ne peut pas laisser faire ça, c'est beaucoup. Alors, toutes les associations se sont associées, entre elles, en plus, c'était d'accord, et on a porté la bonne parole dans les villages, auprès des conseils municipaux, et à notre grande joie, un certain nombre de communes qui avaient voté un accord de principe sur l'accueil des déchets FAVL ont retiré, suite à nos informations, leur projet, et puis se sont retrouvés avec 2 communes qui voulaient bien, mais la population ne voulait pas. Et la population s'est rebellée, elle a envahi la salle du conseil municipal, ils ont fait un foin du diable, ils ont circulé un peu partout avec des tracteurs, etc., puis on est allé les aider, bien sûr, et puis le projet a disparu, pas pour très longtemps, parce qu'il est en train de réapparaître. Et où va-t-il réapparaître, ce projet-là? Autour de Soulaine. Donc Soulaine va avoir la chance, si cela se fait, et c'est bien parti pour, parce que ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans les armes utilisées par l'institution, par l'État, l'ANDRA, on a l'argent. Et l'argent, ils en ont beaucoup. Il n'y a pas d'argent pour donner à manger aux plus pauvres dans notre pays, mais on en trouve pour arroser des communautés de communes, pour faire des trottoirs qui servent à rien dans des villages où il n'y a plus personne. Et donc, la communauté de communes de Soulaine s'est portée concurrente pour accueillir ces déchets FAVL, et donc l'ANDRA a été prié de faire des sondages, des trucs pour vérifier que le sous-sol va bien, mais comme le sous-sol, ils s'en foutent, mais qu'en dessous, il y a quand même une nappe phréatique stratégique pour la région parisienne. C'est une eau, elle est tellement pure que personne n'y touche. IBM en avait besoin pour nettoyer des pièces d'ordinateur, pour la construction, etc. Ils ont eu une autorisation exceptionnelle et fait au moins 3 demandes avant d'avoir le droit de toucher à cette eau. Donc d'une pureté incomparable, mais malgré tout, on s'en fiche. Et donc l'ANDRA, l'État, ont donné aux élus de la communauté de communes de Soulaine 1 million d'euros pour établir le projet de territoire de cette communauté de communes. 1 million d'euros pour faire ce que certains élus, il y en a peut-être dans la salle ici, font entre eux. Une communauté de communes de 40-50 personnes, on se réunit, on détermine ce qui est intéressant pour notre territoire, et puis on le met en place, sans avoir touché 1 million d'euros. Alors imaginez bien, quand l'ANDRA que l'État va valider par le biais de la DREAL, par le biais de la préfecture, etc., donner les autorisations, bon, la communauté de communes qui a touché 1 million d'euros, je ne vois pas trop comment il pourrait mordre la main qui les nourrit. Donc on redoute de voir arriver en plus cette poubelle de déchets radioactifs FAVL. Alors le lien avec Bure, vous m'entendiez quand je parlais, j'étais un peu trop loin, ou ça allait? Parce que là, je me suis rapproché, j'ai l'impression que c'est mieux, mais si c'est trop fort, vous me le dites. Non, c'est parfait, je bouge plus alors. Et donc, le lien avec Bure, il est très très simple. On a un État, un lobby nucléaire, qui a décidé de consacrer cette portion de la France à l'accueil des déchets radioactifs. Et ils ont décidé de transformer ce territoire, entre Bure et Soulaine, il y a à peu près 60 km, et de faire là, dans quelques années, je pense que je ne le verrai pas, mais on verra fleurir une gare de triage avec les déchets radioactifs de Soulaine qui vont à Soulaine, ceux de Morvilliers à Morvilliers, ceux de Bure à Bure, et ceux
de Juvanzigny, si cela se fait, à Juvanzigny. Et donc le lien avec Bure est tracé. Alors maintenant qu'on est arrivé à Bure, Bure c'est aussi des victoires, Bure. Alors la première victoire, c'est pas d'avoir été choisi, bien évidemment, parce qu'au départ, la Haute-Marne n'était même pas concurrente pour l'accueil de ce laboratoire, parce qu'au départ, l'autorisation, elle était donnée pour un laboratoire. Et donc, on avait sélectionné la Haute-Vienne, je crois, l'Aisne, les Deux-Sèvres, enfin, et le Maine-et-Loire, j'ai découvert tout à l'heure. Et donc, les gens, les promoteurs du projet viennent en Meuse et Haute-Marne et commencent à proposer à la Meuse et la Haute-Marne le fameux laboratoire. Bon, les élus d'ici, les populations, moi personnellement, je me revois devant ma télévision en train d'entendre ça. Et à cette époque-là, je crois que j'étais maire, et on cherchait toujours des débouchés, et notamment culturels, pour les enfants de nos villages, etc. Et j'apprends qu'un laboratoire va s'installer en Haute-Marne. Un laboratoire instantanément, formation post-bac, et on n'imagine pas un laboratoire pour en faire des déchets radioactifs. On ne s'attend pas à ça, on se dit enfin, ils vont penser à faire une formation post-bac en Haute-Marne. Et on trouvait ça plutôt pas mal. Bon, quand on a lu les détails, on a couru aussitôt et on a refusé et on a formé nos associations. Et puis, on commence à être contacté par les gens, les politiques, etc. Et puis, on découvre que ces gens-là ont monté une mission qui s'appelle la mission Granit, qu'on a appelée la mission Granit plutôt, et ils doivent aller prospecter dans les autres sites précités. Et là, instantanément, le téléphone, à l'époque, on n'a pas de portable, on n'a pas Internet, etc. Mais on se téléphone et on s'écrit, et on leur dit « Attention, un danger arrive, ils veulent, à coups de millions, faire passer des projets de laboratoire, et celui qui aura le laboratoire aura la poubelle atomique. » Bon, pour information, enfouissement des déchets radioactifs à moins 500 mètres. Quand on voit qu'ils ne sont pas capables de les gérer en surface, parce qu'il y a des incidents, on se dit qu'à moins 500 mètres, c'est foutu. Et donc, on prévient nos copains antinucléaires qui étaient un peu partout, basés en France. Et là, c'est super, et c'est une victoire qui nous réjouit 30 ou 40 ans après. Dans certains coins, les émissaires de la mission Granit n'ont même pas pu sortir de l'espace dans lequel ils étaient. Ils se sont fait bloquer par la foule dans leur bagnole. Bon, à l'époque, la répression était certainement aussi moins féroce que maintenant, parce que là, maintenant, un coup de flashball et puis de trucs comme ça, ils auraient certainement libéré la mission Granit. Bref, ils les ont ramenés à la frontière du département en les coinçant dans leur camion, sans manger, sans boire, etc. Et c'était... J'en souris encore. Et donc, partout ailleurs, le refus total. Pas de laboratoire, un seul laboratoire à faire, et bien sûr qu'il a gagné nous. Évidemment, il ne restait plus que nous. Alors là, par contre, on peut s'apercevoir aussi, dans les armes utilisées par nos adversaires, qu'intervient l'argent. Donc pour la première fois, on a fait des travaux dans des villages dans lesquels il n'y avait absolument aucune nuisance. Actuellement, il n'y a toujours aucun déchet radioactif, aucune expérience dans ce laboratoire avec des déchets radioactifs. Donc pour l'instant, on peut encore dire non, arrêter tout ça. On a dépensé des millions, peut-être même des milliards là-dedans, mais on peut très bien l'arrêter. Bon, en France, on a l'habitude de gaspiller du pognon, c'est pas gênant. Et puis on arrête ça parce que c'est une ânerie. Et puis il y a aussi le mensonge. Et puis on veut mesurer aussi notre capacité à nous humains, à nous la population locale, d'accepter le truc. Parce que finalement, quand on dit qu'on étudie le sous-sol, qu'on étudie la capacité de confinement de la roche, etc., de tout ça, on se fout. Ce qui les intéresse, c'est la vie des élus auxquels on fait miroiter 3 emplois, et ils sont comme des fous. On leur propose un truc tout pourri avec 3 emplois, ils le prennent. Et puis la population qui, heureusement, réagit et continue, même encore maintenant, à se rebeller. Alors là, on a été quand même victime de leurres assez intéressants. La première présentation du stockage souterrain, c'était un coffre-fort d'argile. Alors, nous, on a fait semblant d'y croire. On avait
ces déchets radioactifs qui étaient dans une substance comme de la pâte à modeler, et plus jamais de leur vie n'en sortaient. Malgré l'eau, malgré le temps, parce que c'était pour des millions d'années, ils restaient là, sagement, un coffre-fort, c'était formidable. Et puis finalement, quand des géologues amis ont travaillé sur la roche, on s'est aperçu que c'était pas de l'argile, mais que c'était des argilites. Et qu'en fait, cette argile qu'on nous laissait supposer plastique, capable d'envelopper les déchets, etc., en fait, c'est une roche qui est assez cassante, et puis qui a la capacité de se déliter dans un verre d'eau très rapidement. Et l'eau est l'ennemi du déchet radioactif, parce que par l'eau, elle réintègre le milieu, et puis elle pollue la vie. Alors on a eu ce premier combat, on s'est aperçu que le coffre-fort, c'était un mensonge. Et puis après, en travaillant sur les documents, on s'est aperçu, on s'est dit, ce serait peut-être pas mal qu'en cas de problème, on puisse réintervenir sur les déchets radioactifs stockés. Et donc on s'est dit, ce qui serait bien, c'est que ce stockage soit réversible. Et les gens d'en face, nos adversaires, se sont dit, impeccable, un truc réversible, on va le vendre encore plus facilement. Parce qu'on pourra dire aux élus, bah, vous voyez, on a enterré 10 tonnes de déchets radioactifs, il y a un problème sur un paquet, on va retirer tout ça, on va le reconditionner, et puis le remettre, et tout va bien. Et puis, donc, ça a été un facteur d'acceptabilité du projet, qu'on paye encore maintenant, parce que quand on discute maintenant avec des personnes qui sont un petit peu au courant de ce problème de stockage des déchets radioactifs, ils nous disent, mais c'est pas grave, c'est réversible. Or, on apprend maintenant que ce n'est pas réversible. On le sentait, mais maintenant on en a la certitude. Car l'objectif, c'est d'enfouir les déchets radioactifs, de sceller les alvéoles dans lesquels ils seront, de sceller les galeries qui y mèneront, et en fait de détruire toute trace de notre intervention, même en surface. Parce que pendant un moment, on travaillait autour de la mémoire, comment allons-nous transmettre aux Égyptiens de demain les codes pour savoir qu'on avait enfoui ces saletés-là et éviter des catastrophes. Mais l'idée actuelle de l'ANDRA et des gens qui les gouvernent, c'est de ne laisser aucune trace. Aucune trace, tout sera démonté, les piles seront démontées, etc. Alors, je voudrais aussi revenir sur les facteurs de la lutte. Alors, cette lutte à Bure, elle est d'une richesse extraordinaire, parce qu'on retrouve les élus, donc par leur association. On a réussi, grâce au réseau Sortir du nucléaire et à quelques associations du coin, à obtenir une maison qui s'appelle la Maison de la Résistance, pied de nez à nos adversaires, elle est en plein cœur de Bure, à côté du lavoir qui sert de siège social au CLIS de Bure. Alors c'est rigolo, vous avez le lavoir et à côté la Maison de la Résistance. Et puis, avec la jeunesse, de nouvelles formes de lutte sont arrivées, différentes de ce qu'on savait faire nous. Bon, nous, on était plutôt manifestation, mettre des chaînes aux grilles, etc. Et on est tombé sur des jeunes, il faut reconnaître, qui sont plus dynamiques, peut-être plus percutants, et qui ont utilisé l'occupation. Alors dans le système de cette poubelle atomique, comme on a un fort dégagement d'hydrogène, il faut absolument ventiler 100% du temps les galeries, les endroits de travail pour rejeter cet hydrogène et que ça ne pète pas, parce qu'il paraît que l'hydrogène pète à une concentration de 4%, je crois, dans l'air, poum, ça explose. Donc ça réglerait le problème du laboratoire, ça peut être une solution, mais bon, en espérant qu'il n'y ait personne dedans. Et donc, si vous voulez, il y a un endroit qui s'appelle le Bois-le-Jus, que l'ANDRA a mis pied, a voulu à tout prix acquérir. On ne sait d'ailleurs toujours pas si c'est à eux ou pas, puisqu'il y a une plainte au tribunal administratif qui traîne pendant des années. Et nos petits jeunes, eh ben, ont décidé d'occuper ce bois. Et pendant 3-4 ans, 2 ans. Pendant 2 ans, ont occupé, gelant complètement les travaux à faire et les études que l'ANDRA avait besoin de faire là-dedans. Et à ce jour, ils n'y touchent pas. On a fait un tour avec le CLIS au mois de décembre, et à ce moment-là, il ne se passait plus rien pour l'instant, ils sont en stand-by. Et donc cette forme de lutte eh ben, a montré ses fruits. Alors le moment où ça a été le plus triste, c'est quand les forces de police sont venues
expulser les habitants du bois sans aucune précaution, en oubliant complètement qu'il y avait un facteur humain dans cette occupation, qu'il y avait des gens là qui avaient leur habitat, qui avaient leurs valeurs, qui avaient leurs espoirs de vie, et ils ont tout massacré en plusieurs jours. Et depuis cette époque-là, effectivement, on note que les associations ont beaucoup de mal, et d'ailleurs on n'a absolument pas relié, malgré les demandes qui nous sont faites, avec les pouvoirs de tutelle. On refuse de rencontrer des gens comme M. Le Cornu, comme De Rugy, etc., alors qu'ils aimeraient bien pouvoir se fonder sur une collaboration des associations pour dérouler leur funeste projet. Donc, si vous voulez, je vous enjoins de nous aider dans la lutte. Alors, on prévoit le 1er juin à Nancy une grosse action. Donc, suivez. Et si vous pouvez être là, eh bien, c'est parfait de nous soutenir et puis de lutter, parce qu'en fait, au-delà de ça, c'est arrêter ce nucléaire qui un jour ou l'autre va nous péter à la figure. Parce que c'est inévitable, en France on est plus malin que tout le monde, les Russes font n'importe quoi, les Japonais, qui sont trop malins, ils croyaient savoir, mais bon, c'est qu'une vague après tout, mince. La vague, on n'y peut rien, une vague. Et puis nous on est plus malins, donc ça va péter un jour ou l'autre, donc mettre fin à ce cycle du nucléaire, et puis surtout interdire la construction de ce stockage de déchets radioactifs qui seront là pour l'éternité, sur lequel on ne pourra plus jamais intervenir, alors qu'on voit en plus que dans le monde, les expériences de stockage souterrain sont des catastrophes. Aux États-Unis, il y a un truc qui s'appelle le WIP, ils ont fait une erreur de manipulation, le truc a pété, ils sont embêtés depuis 3-4 ans avec ça, et ça nous réjouit. Et puis les Allemands, qui sont quand même des gens rigoureux dans la construction, ont tout stocké dans une mine de sel qui n'avait pas bougé depuis des millions d'années, messieurs dames. Elle ne bougeait pas, la mine de sel. Ces gens-là ont mis leurs déchets radioactifs, et puis en plus stocké un peu n'importe comment. Ce jour-là, ils avaient dû, ça devait être le lendemain de la fête de la bière, ils ont tout posé n'importe comment. Manque de bol, le sel s'est écroulé là-dessus, et ça va coûter une fortune pour réintervenir. Donc, et en plus, un autre exemple avec des déchets chimiques simplement, un stock à mine en Alsace, on a stocké des déchets chimiques, ça a pris feu, ça n'avait jamais brûlé, ça a pris feu, ça a brûlé pendant 2 mois, on n'a pas pu intervenir, et actuellement le gouvernement français vient de signer un papier pour que les déchets restent au fond, il y a un peu de cyanure, un peu de... Enfin bon, tout un tas de trucs qu'on ne voudrait pas avoir chez soi, quoi. Voilà, donc j'ai complètement pas utilisé ce que j'avais préparé, mais je suis à votre disposition pour les questions. Et puis je vous enjoins à nous joindre à cette lutte, parce qu'on ne peut pas laisser faire ça. Et donc, nous allons voir un petit film qui s'appelle « Tous n'ont pas dit oui ». C'est revenir aux origines, en fait. En 94, ça revient un peu en 94, donc ça revient dans la période qui a suivi 94, parce qu'en 91, il y a la loi Bataille, avec la loi Bataille donc, qui ouvre la voie au laboratoire, à l'expérimentation de laboratoire. En 94, il y a la première phase, on commence à sentir les lieux où ça va se poser. Et en 2000 commence la construction du laboratoire de Bure, en fait. Donc le dernier site retenu. C'est un cri? Ah, vous allez voir. Donc oui, donc le film, juste pour le resituer, c'est toute cette période milieu des années 90 où il y a les premières mobilisations. Et à ce moment-là, il y a une anecdote, je pense une anecdote à Claude parce qu'elle est intéressante. C'est à ce moment-là, il y avait déjà un peu un embryon d'opposants. Et quand ils sont montés en délégation auprès du ministre de l'écologie, la ministre de l'écologie de l'époque, je me souviens plus de son nom, elle leur avait dit on le fait chez vous parce que chez vous, vous mettrez jamais 10 000 personnes dans la rue en fait. Et de fait, il y a eu plusieurs milliers de personnes qui se sont mobilisées dans un département qui en compte 100 000, ce qui était prodigieux pour l'époque en fait en termes de mobilisation. C'est énormément de gens qui étaient mobilisés dans la Meuse et dans les départements limitrophes contre le projet CIGEO à l'époque. Donc il y avait des manifestations particulièrement massives, pas mal d'actions qui ont même amené à pas mal de bousculades déjà à l'époque. Mais là, on va peut-être laisser le film
On va monter tout ça. Je sais pas si vous pouvez éteindre. À la fin de l'année 1996, l'ANDRA a déposé les dossiers de demande d'autorisation, d'installation et d'exploitation pour la construction de 3 laboratoires de recherche souterrains. Un des sites proposés par l'ANDRA est localisé dans l'est de la France, à la limite de la Meuse et de la Haute-Marne. Ces départements faisaient partie des départements candidats et géologiquement favorables pour accueillir le laboratoire. Les travaux de reconnaissance géologique menés par l'ANDRA de 1994 à 1996 ont permis de préciser la zone de recherche sur la commune de Bure dans la Meuse. Ça peut être une bonne idée. Ah. Chez nous, quand on veut cacher quelque chose, on fait un trou. Eh. On ne sait pas ce qu'on veut cacher, on va recouvrir. Voilà. C'est moi. Excusez-moi, C'est c'est le son de l'image. Pourquoi on n'a pas de reste? J'ai envie de ce que j'avais écrit. Ouais, bah c'est bien. Non, mais c'était passionnant, c'était bien. Ça peut amener déjà de l'emploi, puisqu'on n'en a pas. Si ça peut apporter des gens, des Américains, des scientifiques qui veulent travailler ici, ils vont avoir une famille. Il va falloir les faire vivre, le commerce, tout ça. Projetons-nous maintenant dans l'avenir. Dirigeons-nous vers le bâtiment d'accueil du public. Dans cet espace, le public pourra obtenir des informations sur l'ANDRA et ses recherches. Dirigeons-nous maintenant vers le puits d'accès aux installations souterraines du laboratoire. Nous voici dans l'ascenseur qui va nous conduire au cœur de la roche. L'épuisement de déchets radioactifs, dont la durée de vie est de plusieurs millions d'années, est un non-sens. Le stockage de ces déchets en surface en permettrait au moins d'en assurer la surveillance et le retraitement futur éventuel. Il faut bien dire déjà que c'est pas n'importe quel déchet, c'est les déchets les plus dangereux, les déchets clés. Ce qu'il cherchait, c'est voiler. Ah oui. Je pense qu'il s'agit d'une Mais bonne c'est vrai, nouvelle pour la cause et pour le parce que plan, c'était car juste pas le ministre. le dossier que nous avions Hum. initié démontre qu'il était solide, que les arguments étaient excellents, et il porte en lui des espérances tout à fait significatives pour ce département qui en avait bien besoin. Les bargeux, ils ont été chargés des commandes des chaînes. Je crois pas qu'on n'oserait plus faire ça. On pourrait peut-être même plus. Moi, je suis inquiet là-dessus, le 1er juin, ça se trouve, on va interdire de le faire. Oui, C'est possible, le 1er juin. oui, oui. Pour l'instant, on touche à la terre qui nous met de racines, malgré la réussite de la guerre pour une population à venir. Et on a l'impression que c'est un peu faussé, un peu partout.
seule solution pour traiter ces déchets ô combien préoccupants que sont les déchets nucléaires. Ils sont arrivés chez nous avec les élus qui les accueillaient. À partir de là, c'était fini, tout était fait. Tout est fait depuis le premier jour. Nous sommes des gens très sérieux, les scientifiques qui nous ce matin, et notamment la Commission nationale de l'industrie, M. Tissot, comme tous ceux que nous allons consulter au cours des prochains mois, des prochaines années, sont là pour attester du caractère très fort, très rigoureux, très honnête de la recherche scientifique et technologique et du caractère très démocratique organisé par la loi de M. Bataille et l'auteur. Ça ne peut pas être autrement. Une analyse, même relativement superficielle, mène directement à cette conclusion. Ils n'ont pas de solution. À la ils ont réussi à plonger jusqu'à 140 mètres sous terre et jusqu'à la mer sur 100 km de haut. La population n'a pas été informée dans un premier temps et elle n'a pas plus été consultée dans un deuxième temps. Ça, c'est évident. C'était quand même des grosses manifs, hein, quand même. Mais là, ça n'existait pas. Je me rappelle, c'est le Greenpeace avait déroulé son... Ah oui, ben on la voit dedans. C'est Bar-le-Duc. Ce qui est cool, c'est que les gens soient lâchés pour tout. Ça fait 2 ans en fait qu'on essaie de nous envoyer et qu'on nous raconte des histoires. Et parfois même qu'on essaie de nous acheter, littéralement nous acheter. Je crois que les populations se rendent compte de plus en plus que ce projet veut leur être imposé contre leur propre avis. Vous savez qu'il y a 75 000 personnes à l'heure actuelle qui ont signé une pétition contre ce projet-là. On te voit dedans, je ne sais plus à quel moment. Depuis plus de 2 ans, 200 personnes creusent pour étudier la géologie du sous-sol. Un chantier titanesque qui avance pourtant mètre par mètre. Car après chaque explosion, une fois la terre évacuée, le chantier s'arrête pour quelques heures. Les scientifiques descendent dans le puits pour ausculter la paroi, et ces peintures réalisées à 160 mètres de profondeur servent en fait à repérer les imperfections de la roche. Oui, donc il faut les rappeler. Alors, 9 plus 45. Alors, 1, 2,
se passe un autre type d'information. On a collecté auprès de scientifiques, auprès d'organismes indépendants, type la CRIRAD, l'INESTEN, qui sont des organismes qui envisagent le monde nucléaire sous un autre aspect, qui n'est pas l'aspect officiel. On essaie d'informer la population par rapport à toute une campagne de désinformation qui s'est mise en place depuis 10 ans concernant ce fameux laboratoire antichambre d'une poubelle nucléaire. Donc il faut absolument que, autant que nos moyens le permettent, on puisse mettre en place ce genre d'information. C'est fondamental. Doser. Doser n'est pas bien voir. Merci. C'est sa fille, hein. Oui. Elle est pas cool. Oui, ben, elle défend les gilets jaunes, elle défend plein de causes, oui. Elle est moins contre le père. Oui, oui. Elle vient de gagner un procès d'un mec qui était accusé de viol, de chaises déplacées et tout ça. Mais un mec vachement connu, hein. Je sais plus son nom. C'est la Nadine, ça. C'est le Gilles qu'on voit dedans. C'est pas toi. Belle bataille. François Sauvager, qui est chef du Parti socialiste Lourdes, Ah oui. et fondateur de CEDRA. D'accord. Et ces rassemblements font appel à tous les citoyens, à toutes les associations locales, nationales et internationales. Ce sont des petites actions de protestation disant on n'est pas d'accord. Il faut toujours avoir ça dans la tête, c'est la responsabilité des dirigeants. C'est que si on prend des décisions à la légère, après ça.
message d'Alexis, on le connaît là. Aucune raison de s'inquiéter. Spécialiste du retraitement des déchets nucléaires, Air France risque de devenir le dépotoir de l'Europe. Tout va bien. Ici, nous sommes dans un plateau, vallonné, avec de belles forêts, et il y a 6 habitants au kilomètre carré. Là, la raison exacte de la venue du laboratoire, enfin du futur laboratoire, ici à côté de nous, on a dit que la géologie ne pas été favorable, mais plus on cherche, et plus on avance, et plus on examine les résultats, il se trouve qu'on a de très très sérieux doutes sur la qualité de la géologie à pouvoir contenir et bloquer les radionucléides qu'on voudrait mettre au fond. Aucune raison de s'inquiéter. Tout va bien. Donc après-midi, on va avoir des conférences sur le thème des déchets nucléaires, sur le thème du feu laboratoire, sur le thème des énergies renouvelables qui intéressent beaucoup les gens. Et puis ce soir, c'est un moment très important parce qu'à 18h, on va accueillir les marcheurs qui ont fait 700 km depuis Lascaux et ont distribué un bien feu tous les soirs dans toutes les villes étapes. Pour nous, c'est un moment important. Je suis parti de Lascaux en direction de Namur, donc pour 700 km, on est presque à 690 km. Si les hommes de Lascaux avaient laissé du plutonium dans ces grottes au lieu de plutonier les moules avec grand talent d'ailleurs, ce plutonium-là, 14 000 ans après, aurait à peine perdu le quart de sa radioactivité. Ça donne un nombre de grandeur assez juste de ce qu'on est prêt à léguer aux 1000 générations à venir pour 30 ans de petits conforts électriques égoïstes. Je les menace. Ce qu'il me dit, c'est qu'il y a un rapport de l'ONU qui dit que la gestion des déchets nucléaires est une problème majeur et une négocier en domaine écologique. Et donc je pense qu'il faut qu'on se bouge et c'est ce qu'on fait. Les ingénieurs déclaraient que nous avons des points de lien entre l'enregistrement des déchets. Et bien prouvé que l'enregistrement pour moi en réalité irréversible était quelque chose d'absolument démontrable. J'ai bien des feux scolaires, j'ai fait le trajet des longues jusqu'ici. Je suis déjà passé un mois l'année dernière ici et je suis d'autant plus solidaire parce que c'est vraiment fondamental ce qui se passe là, quand on voit la pression policière, ça montre le nucléaire, mais par contre la démocratie. Je suis pas sûr qu'on arrivera à faire tout ça maintenant. Alors, on a mis l'autre. Tu auras les 30 minutes et tout. Là, si tu les commentaires de TikTok, oui. De temps en temps, il y a Alexis qui participe. Qu'est-ce que vous expliquez? Un expliquer, c'est qu'on explique à une distinguer des vrais problèmes des problèmes accessoires. Et le vrai moyen qu'il y a, c'est d'expliquer pour s'exprimer, qu'on le veuille ou non, c'est la démocratie. Ça nous appartient. Nous avons un rôle important à jouer. Pire est l'objet de tous les regards. La France nous observe. Et plus nous nous mobiliserons, plus nous agirons et plus nous aurons de soutien. La thèse que je défends et que je crois beaucoup défendre, c'est que si on devait appliquer à l'industrie nucléaire des normes qui protègent réellement, complètement les populations, l'industrie nucléaire serait trop coûteuse pour être mise en action.
Donc, s'il y a un domaine où on n'applique absolument pas le principe de précaution, principe qui est reconnu dans toutes les législations nationales et internationales aujourd'hui, donc le principe de précaution qui dit on ne peut pas accepter une activité qui provoque des risques irréversibles ou graves pour les populations ou pour l'environnement. Ce qu'il n'y a pas, ni en France, ni en Belgique, ni en Allemagne, ce sont les études épidémiologiques sur le site nucléaire. Il n'y a pas. Des chiffres. 6 registres de cancer en France avant 86. Maintenant, il y en a 11. S'il n'y a pas d'outils pour essayer d'évaluer l'augmentation de cancer, c'est une politique, je l'appelle, pas vu, pas pris. On ne mesure rien, donc il n'y a rien. Ça va bien dans la vie, parce que si on arrive à c'est vraiment juste qu'aujourd'hui, il y a eu 5 ans de droit génétique. Tu l'as vu, Gilles, tu vois, il est là encore. La loi de 91, moi je ne pense pas que ce soit Christian Matin qui l'ait écrite. Je ne sais même pas si c'est écrit cette loi. Ou en tout cas, c'est lui qui l'a écrite. Je pense que le lobby nucléaire devait lui tenir le stylo. C'est tout le contraire de la démocratie, cette loi-là. C'est un habillage habile, sournois, qui nous mène à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Aujourd'hui, même si les formes ont changé, le fond n'a vraiment pas changé, il y a une véritable incompatibilité entre la démocratie et l'industrie nucléaire, c'est-à-dire que le gouvernement et l'Assemblée nationale, à sa vote, ne respectent même pas eux-mêmes la loi de règlement en la matière. C'est Marle-Duc, ça. C'est qui? La femme et le fille. Oui, j'ai vu, oui. J'ai pas une bonne tête. Elle est blanche. Bah attends, on va se mettre tous les deux en position centrale.
promotion du film, c'est en 2015, il y aura l'accord définitif, etc. Bon, on peut être content, on est en 2019, et il n'y a toujours pas d'accord définitif de quoi que ce soit. La déclaration d'autorisation de création a été repoussée, elle devait avoir lieu cette année, elle a été repoussée à l'an prochain, puis finalement encore plus loin, et donc elle va sûrement intervenir en 2021, donc on a vraiment gagné beaucoup de temps entre-temps. Ou c'est l'Andra qui en a perdu, mais bon, la version positive, c'est on leur a fait perdre beaucoup de temps. Sinon, si on revient un tout petit peu, donc là le film il s'arrête en 2006, on a une phase de débat public qui a eu lieu en 2013, qui a été particulièrement chahutée, où après le premier débat de 2006 où les gens étaient déjà relativement énervés, il y a eu le deuxième débat en 2013 où ils étaient très énervés. Donc il y a eu un boycott quand même avec des manifestations assez importantes. Moi j'étais pas encore là à l'époque, je suis arrivé peu après. Il y a eu un boycott du débat public, donc chahutage de toutes les sessions, les tentatives d'organiser le débat public avec la CNDP. Donc ça a été impossible pour eux d'organiser le débat, avec finalement le débat qui s'est déporté sur Internet. Pour finalement pouvoir dire, regardez, on a quand même fait le débat, on a consulté les gens quand même, on l'a fait sur Internet. Voilà, ça c'était en 2013-2014. Et qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Donc là, c'est plus la phase, moi j'arrive sur la partie plus récente, puisque moi je suis arrivé pour la première fois à Bure en 2014, j'en ai entendu parler pour la première fois en 2013, et pourtant j'étais déjà dans les luttes anti-nucléaires avant, mais on ne parlait pas tant que ça de Bure, et moi j'étais plutôt engagé sur la partie ouest de la France, donc notamment sous l'EPR, sur les lignes THT. Il y avait une bataille assez féroce en 2012 pour empêcher le passage de la ligne THT, donc très haute tension, depuis le futur EPR de Flamanville vers le reste de la France en fait. Donc il y avait une bataille acharnée sur toute cette partie-là d'un certain nombre de militants anti-nucléaires, donc un peu une génération qui était plus sur la désobéissance civile, un peu moins sur une lutte associative. Et même s'il y avait une espèce de composition un petit peu dans le Cotentin-Maine qui préfigurait un peu de ce qu'a été la recomposition de la lutte à Bure, puisque en fait, à partir de 2006 jusqu'en 2014-2015, on a vraiment eu une phase un tout petit peu de creux, celle où l'Andra finalement s'installe tranquillement, petit à petit fait son nid, creuse son nid, arrose avec l'argent, acquiert des terres, toute une phase où l'Andra s'étant installé en 2000, il y avait un peu moins l'enjeu d'empêcher le laboratoire de s'installer. En 2006, il y a eu un regain un tout petit peu de mobilisation parce que c'est là qu'on annonce vraiment que finalement, ça ne sera pas qu'un laboratoire, mais ce qu'on pressentait déjà, ça sera un centre d'enfouissement de déchets radioactifs, avec la création officielle du projet CIGEO en 2011, donc le nom CIGEO est créé en 2011, donc on a une nouvelle phase de débat public pour l'enfouissement profond en 2013-2014, tu me corriges si je... Et donc on a un peu des phases comme ça de sursaut selon les échéances de l'Andra, selon les dates qui s'inscrivent dans le calendrier de l'Andra, mais on a un peu un truc diffus où un certain nombre de gens se sont peut-être refermés dans une forme de résignation. Donc les mobilisations massives qu'on a pu avoir dans les années 90 sont nettement moins massives dans les années 2000. Un certain nombre de gens ont cédé leurs terres, puisque l'Andra fait du porte-à-porte, achète les terres un peu de force. Donc ça dure pendant près de 10 ans. Là, dans les 10-15 dernières années, il y a vraiment une phase d'achat un peu agressive, dans les 10 dernières années, on va dire. Avec un porte-à-porte assez discret où on va voir les paysans et on leur achète leurs terres, on leur dit bon, soit tu vends maintenant, t'en as un bon prix et on t'en fait éventuellement 10 à 30% plus cher, on te le rachète, soit c'est l'expropriation. De toute façon, quand il y aura la DUP, la déclaration d'utilité publique et l'autorisation de création. Donc le choix pour beaucoup de gens n'est pas un choix en fait. Et beaucoup d'agriculteurs, c'est pas comme d'autres endroits comme Notre-Dame-des-Landes où il peut y avoir une organisation d'agriculteurs, quelque chose un peu consolidé entre les agriculteurs avec la Confédération paysanne ou autres qui ont pu porter des luttes à d'autres endroits pour résister à une installation. Là, il y a quelque chose d'un peu plus compliqué, les gens sont isolés en fait face à l'endroit. Donc, peu à peu, ils cèdent leurs terres, le projet prépare l'enfouissement, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de la zone d'enfouissement,
la future zone d'enfouissement. Ils ont le laboratoire, mais ils ont besoin de l'étendre aussi. Donc ils préparent tout ce terrain-là pour le futur enfouissement. Donc ils acquièrent 3000 hectares de terre, ce qui est énorme en fait, parce qu'ils en ont besoin à peu près de 300 à 400 effectifs, et ils acquièrent 3000 hectares de terre en Meuse. Et jusqu'à dans le Nord Meuse, pour pouvoir s'en servir comme valeur d'échange en fait. Donc ils constituent leur réserve foncière pour pouvoir s'en servir comme valeur d'échange à l'avenir. Donc c'est 1000 hectares de terre agricole et 2000 autres hectares de forêt et autres terrains qui leur servent systématiquement à aller chez les gens et leur dire bah là, votre terrain, on vous propose une autre surface qui peut être plus grande, mais bon, elle est peut-être à 2 km. Donc pour un agriculteur, c'est assez emmerdant de devoir cultiver à 2 km quand il cultivait ses terres, c'était ancestral souvent, juste à côté de chez lui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui petit à petit pousse énormément à une résignation de gens qui sont une population rurale et à qui on enlève ces terres originelles. En sachant que l'ANDRA, assez subtilement, ne leur retire pas complètement les terres. Elle leur retire les terres et elle leur réalloue en bail précaire à l'année. Donc évidemment, ils peuvent continuer à cultiver leurs propres terres, mais qui ne leur appartiennent plus. Donc évidemment, ça maintient un tout petit peu les gens, ça les maintient dans une espèce de dépendance en plus de l'ANDRA qui est encore plus forte qu'avant. Nous, on arrive là-dessus en 2014-2015, donc quand je dis nous, c'est des personnes qui sont sur les luttes antinucléaires, par exemple sur les trains Castor. On avait un certain nombre de gens qui bloquaient les trains Castor, qui étaient mobilisés sur la ligne anti-THT. De l'autre côté, la question de l'installation d'une poubelle nucléaire croise aussi une grande question qui est en train d'émerger avec Notre-Dame-des-Landes, celle des grands projets inutiles imposés, donc l'aménagement du territoire, l'artificialisation des terres. Donc on rencontre encore une autre question, la question agricole avec la disparition des terres agricoles. Donc différents réseaux de personnes à ce moment-là entendent parler de Bure et se disent en 2014 si on faisait un campement pour visibiliser la question de Bure, en fait, un campement autogéré, comme il y a eu les camps Action Climat à différents moments, mais là c'est un champ un peu plus large. C'est pas seulement le réseau Climat qui s'empare de ce projet-là, c'est plusieurs réseaux militants qui mettent un peu ensemble leurs énergies, qui vont à la rencontre, parce que moi je faisais partie de ces gens-là, on ne connaît pas le terrain, donc on est venu en 2014 rencontrer les gens sur place et on s'est rendu compte que le réseau de lutte qu'on pensait être sur place, c'est pas comme à Notre-Dame-des-Landes, où concrètement il y a des gens sur place, ils résistent sur place à quelque chose qui les touche immédiatement. Là, on a un réseau de lutte un peu plus distant, c'est-à-dire qu'on a des associations, des habitants qui habitent à 30 bornes et qui, pour certains, ne connaissent pas tellement le terrain sur place. C'est pas leur lieu de vie, quoi. Ils se battent pas pour leur lieu de vie. C'est soit les gens comme ce que tu disais, Jacques, qui sont en Haute-Marne, qui ont déjà lutté contre un projet nucléaire pas très loin, soit des gens à Bar-le-Duc, soit des gens qui sont un peu plus loin encore en Meuse, qui, par conviction antinucléaire, par différentes raisons, ont tissé un réseau associatif qui a lutté dans les 20 précédentes années. Les gens sur place, il y en a très peu finalement qui résistent, parce qu'avec 6 habitants au kilomètre carré, Bure c'est 86 habitants, et le village d'à côté c'est 40, le village d'à côté c'est 60, celui d'à côté c'est 130, donc je vous laisse un peu imaginer le tissu de résistance qu'on peut bâtir avec si peu d'habitants en fait, c'est extrêmement compliqué. C'est pas comme d'autres endroits où il y a beaucoup plus d'habitants comme en Bretagne, oui, et en plus c'est une terre de résistance un peu plus historique on va dire, ce qui est en Meuse a pu être le cas, mais dans le Nord Meuse sur des luttes sociales un peu plus, sur des luttes industrielles, mais pas du tout sur les mêmes types de luttes en fait, on n'a pas les luttes des années 70 avant quoi, sur ce terrain-là. Et donc nous on arrive là et on se dit, il faut faire connaître, donc il faut faire un campement, il faut faire un événement, et donc on organise en 2015 un campement qui va durer 10 jours, du 1 au 10 août, qui va être un peu un point de croisement entre différents types de luttes, entre différents réseaux de lutte, les luttes de territoire, les luttes, ce que j'appelle les luttes de territoire, c'est les luttes comme à Notre-Dame-des-Landes, les luttes qui sont dites environnementales selon d'autres, ou les luttes d'aménagement du territoire, les luttes antinucléaires, et un certain nombre de personnes qui sont quand même intéressées enfin bref, voilà. Donc le campement dure 10